Donc, je suis content d'accueillir aujourd'hui ici donc Pierre Lambert Protat, qui a un pédigré long comme le bras, euh, alors qu'il vient d'entrer là il y a à peine un an comme scripteur, hein. Ça c'est pas mal quand même comme titre, un scripteur. Ça on n'a pas des titres pareils, nous, hein. Scripteur au département des manuscrits de la bibliothèque au Vatican. Alors donc Pierre a euh, un parcours à la lumière de la, et plutôt à l'égal, à l'aune de ce poste et de cet intitulé lumineux plutôt, puisque donc là, c'est l'agrégation, c'est l'école normale supérieure, c'est une thèse avec Anne-Marie Turcan et Paul Mattei à l'EPHE sur Floris de Lyon, puisque c'est donc le passage à l'école française de Rome comme membre, c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, parce que c'est également la publication de ce volume avec Camille donc Gerzaguet ici présente, donc, donc autour de Timothée, bien toute particulière, parce que c'est enfin alors cette entrée dans le Saint des Saints de la Bibliothèque Vaticane. Et tout ça fait que donc on se retrouve ici tous ensemble pour t'écouter nous parler de manière donc assez neuve. Je me réjouis d'entendre ce que tu vas nous révéler autour de la référence bibliographique, expérimentation et débat méthodologique au IXe siècle. Donc, je te laisse donc la parole pour nous abreuver de ta science. Merci beaucoup. J'espère que je ne vais pas décevoir, même si ça fait un beau programme. Euh, je vais tout de suite lancer le partage d'écran avec le diaporama. Est-ce que vous voyez bien le diaporama? Très bien, parfait. Oui, c'est bon? Mais c'est bien, Parfait. Bon, ça bah, très marche. bien. Donc, voilà. Donc bah, merci beaucoup d'avance de votre attention. Je vous présente toutes mes excuses d'avance aussi pour un diaporama très bavard. D'habitude, j'aime pas bien mettre beaucoup de textes sur le diaporama. Je préfère me concentrer sur des schémas, des images de manuscrits, il y en aura. Mais pour le sujet que j'aborde, je voudrais aussi prêter l'oreille aux auteurs, à ce qu'ils disent de leur propre méthode de travail, et ça implique de leur passer la parole et donc de les citer un peu longuement. Donc, je vous prie d'avance de m'en excuser. Et puis, j'ai peur que mon papier soit un tout petit peu long. Alors, je vais essayer que ce ne soit pas le cas et en même temps de ne pas être rapide et de pas vous assommer trop longtemps. Et Ça donc, du ira. coup, je rentre immédiatement dans le sujet. Alors, euh, au Moyen Âge, donc période qui nous occupe aujourd'hui, les citations d'auteurs sont généralement introduites par une mention très rapide, juste le nom de l'auteur. Hein. On dit le psalmiste dit, mais on ne dit pas dans quel psaume. Le Seigneur dit, mais on ne précise pas dans quel évangile. Augustin dit, mais on ne précise pas dans quelle œuvre d'Augustin. En même temps, donc ça c'est la manière la plus générale de citer, mais ça ne signifie pas qu'on ne pouvait pas être précis ou qu'on n'avait pas l'idée d'être précis. Hein. Et je vais tout de suite vous donner deux contre-exemples que je tire. C'est évidemment un pur hasard de l'auteur sur lequel j'ai fait ma thèse, euh, Florus de Lyon. D'abord, dans ce passage d'un traité de théologie, donc où Florus s'adresse à des théologiens, il parle en théologien à des théologiens, et il écrit ça en pleine maturité au début des années 850. Et vous voyez ici ce passage dans le manuscrit d'auteur. Donc on est vraiment à la source. Et Florus explique qu'Augustin jouit d'une autorité supérieure en invoquant une sanction papale. Alors, en fait, dans le manuscrit, si vous voulez, la citation, elle commence ici, à Augustinum Sanctae Recordationis Virum. Mais Florus commence à introduire la citation ici. Donc, vous avez une 2, 3, 4, 5, 6
7 lignes pour introduire la citation. C'est un peu long et puis ça a l'air bizarrement contourné quand on lit un peu donc la traduction abrégée que je vous ai proposée en bas. Ça a l'air, on se demande pourquoi il prend tous ces détours pour nous introduire cette citation. Et en fait, il faut rapprocher tout ça de la principale collection de textes qui était au centre du droit ecclésiastique carolingien, qu'on appelle aujourd'hui la collection Dionisio Adriana. Et on s'aperçoit qu'en fait, les détours que Florus prend décrivent le plan de la Dionisio Adriana, ou plutôt l'emplacement exact du passage qu'il cite dans la Dionisio Adriana. C'est la Dionisio Adriana, elle est divisée, il y a toute une première partie qui est consacrée aux actes des conciles, puis une partie consacrée où sont rassemblées les lettres des papes, par ordre chronologique, Cyrus, Innocent Ier, Zosime, Boniface Ier, on arrive à Célestin. Donc vous voyez, on a dans les livres de canon, parmi les décrets des pontifes romains, c'est la deuxième partie, le pape Célestin, et aux évêques des Gaules, c'est la première lettre, et on retrouve, si on prend un exemplaire de la Dionisio Adriana, on descend l'arborescence selon les indications données par Florus, et on retrouve le passage qu'il cite exactement à l'endroit indiqué, avec le titre qu'il indique, et le passage Augustinum, Sanctae Recordationis, Virum, etc. Autre exemple, dans une autre œuvre du même Florus, et de la même époque, mais d'un autre genre, qui est la compilation sur l'apôtre qu'il a tirée de Grégoire le Grand. Donc en fait, c'est une pile de 300, à peu près 300 extraits, un peu plus de 300 extraits où Grégoire le Grand commente des passages de saint Paul. Et donc ça se présente comme ça, vous avez un numéro d'ordre, une rubrique, et puis le texte de Grégoire qui est cité. Alors d'abord, vous remarquerez que ces rubriques, elles précisent toujours la subdivision du texte. Dans le recueil d'homélie sur l'Évangile, la 16e homélie, sur Ézéchiel, la 10e, dans le livre des Moralia, au livre 16, dans le livre de la règle pastorale, au chapitre 15. Donc on précise déjà toujours la subdivision. Et puis, en fait, il y a un certain nombre de ces 300 rubriques qui ont une proposition complémentaire, qui est à peu près toujours formulée sur ce même plan, cum deo quod scriptum est tractaretur, blablabla, tractaretur. Donc, là où il est question de ce qu'il est écrit et une citation du texte biblique. Donc, on a l'impression en fait que Florus donne une indication sur le contexte d'origine du passage qu'il cite, mais en fait, ça va au-delà de ça. Pourquoi il le fait pour ces textes-là et pas pour les deux autres? Parce que ces textes-là, ces deux textes, ce sont des commentaires lématisés. Alors, le commentaire lématisé. Le commentaire lématisé, c'est une méthode de commentaire linéaire qui consiste à citer le texte qu'on veut commenter, petit bout par petit bout, avant de commenter chaque petit bout par chaque petit bout. Donc là, vous voyez, j'ai pris une structure assez simple. ABCD, on cite d'abord le début du texte, de A à H, on commente, et puis on cite de I à N, on commente, etc. Et on fait comme ça tout le texte. Mais évidemment, la structure peut être un peu plus complexe parfois. Parfois, l'auteur va citer d'abord un long passage pour donner un commentaire un peu général. Donc de A à K, on commente ce passage de A à K, et puis après on rentre un peu dans le détail. On commente de A à D, puis de E à G, puis de I à K, et puis quand on a fini, on passe à L, P, et puis etc. Donc le plan peut être un peu plus complexe que simplement de A à B, de C à D, de E à F, mais le principe est toujours le même. On cite le texte qu'on veut commenter, petit bout par petit bout, et après avoir cité, on commente le passage qu'on vient de citer. Donc ça, c'est la méthode du commentaire, c'est une méthode de commentaire linéaire. Et donc, les homélies sur Ézéchiel et les Moralia in Job appartiennent toutes les deux à ce genre. Dans l'homélie sur Ézéchiel dont il est question ici, donc l'homélie 2.10, Grégoire commente un passage du livre d'Ézéchiel qui correspond à 4 des versets aujourd'hui, mais que Grégoire divise en 9 lemmes. Et ce que Florus cite ici, c'est un de ces lemmes. Donc, si vous voulez, cette partie-là, ça correspond, en fait, ça permet de chercher dans le texte entier, qui fait 630 lignes dans l'édition, donc c'est déjà pas mal, c'est mieux que juste dire dans les homélies sur Ézéchiel. Mais avec cette indication-là, on vous renvoie directement à la louche, 1/9 de l'homélie. Et puis, c'est encore plus criant avec le livre des Moralia, parce que les Moralia, c'est une œuvre monumentale. Et le livre 16, c'est évidemment mieux de dire livre 16 plutôt que juste les Moralia, mais les livres 16, c'est quand même 50 pages dans l'édition critique du Corpus Christianorum. Donc, ça reste une indication relativement vague. Avec cette indication supplémentaire, simplement en citant un petit passage du livre de Job,
Florus nous situe exactement un des 81 lemmes de ce livre. Donc, on est il nous place exactement ce passage-là dans un 81e à la louche, encore une fois, de ces 50 pages. Donc, c'est une indication bibliographique tout à fait précise. Donc, on voit que quand on veut, c'est tout à fait possible. On a des moyens de citer de manière relativement précise quand on a envie, quand on y pense. Alors, c'est justement le genre, la méthode du commentaire lemmatisé qui nous occupe aujourd'hui. Donc, c'est un genre qui existe déjà dans l'Antiquité tardive, hein, comme on l'a vu, mais il connaît une mutation importante à l'aube du Moyen-Âge, au moment où il est réapproprié, en particulier par Bède le Vénérable. Alors, dans Bède le Vénérable, donc c'est début 8e siècle, dans la préface de son commentaire à Luc, il explique bien sa méthode, hein, donc vraiment tout début 8e. Donc vous voyez qu'il dit qu'il s'est fait pour lui-même, il s'est fait son propre dictateur, donc il a été, pour faire ce livre, il a été la personne qui dicte le texte à écrire, il a été dictateur, il a été la personne qui écrit, qui tient la plume, qui tient le calame, qui écrit concrètement sur le livre, et il s'est fait aussi bibliothécaire. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, se faire à la fois la personne qui compose le texte et qui le dicte, la personne qui l'écrit et la personne et le bibliothécaire? En fait, après, il l'explique, il rentre un peu plus dans le détail. Il a fallu rassembler les ouvrages des pairs, hein, et puis ensuite, il a cherché dans ses ouvrages ce que ses pairs disent sur le texte de Saint-Luc. Il l'a copié à part, il en a pris note au fur et à mesure sur des fiches, hein. Donc là, on voit bien Schedulis edere, hein, donc on extrait le texte sur des fiches, et puis ensuite, on fait le commentaire avec ça. Et donc là, il y a, si vous voulez, par rapport au commentaire lemmatisé antique, il y a une espèce d'inversion de polarité. Le commentateur antique, comme par exemple Jérôme, il commente le texte, éventuellement en citant d'autres auteurs à l'appui, ou etc. Le commentateur médiéval, Bède, et les commentateurs dont on va parler, pour eux, la démarche est inverse. C'est essentiellement citer les grands auteurs et éventuellement retravailler, commenter, compléter. Donc, jusque-là, ça nous présente la méthode habituelle de Bède, qui sera la méthode fondamentale de tous les commentateurs dont on va parler ensuite. Mais ensuite, juste à la suite de ce texte-là, hein, là, je n'ai pas sauté de passage avec la diapo suivante, Bède ajoute une chose qui est complètement nouvelle. Donc, vous voyez, il était fastidieux d'introduire chaque fois leurs propos en montrant nommément quel auteur a dit quoi. Donc, j'ai cru comme mode de porter les premières lettres de leur nom à distance sur le côté, primas nominum litteras imprimere, et d'annoncer par ces lettres, systématiquement de quel père est chaque passage que j'ai transcrit, où il commence et où il finit. Ensuite, il explique que donc il avait peur qu'on l'accuse de plagiat. Et puis vient un conseil, hein, à la personne qui éventuellement copiera ce texte. Il faut bien reporter ces caractères de nom d'auteur qui sont dans la marge. Il faut bien les reporter comme ils se trouvent dans notre exemplaire. Même méthode, quelques années plus tard, avec un lien explicite avec le commentaire avec Luc, hein, comme j'ai fait dans le commentaire sur Luc il y a quelques années. Donc, même méthode dans le commentaire sur Marc. Alors, je précise que Bède a fait d'autres commentaires lemmatisés et d'autres livres bibliques, mais il n'a utilisé cette méthode que dans les commentaires sur Luc et sur Marc. Alors, pendant longtemps, on a évidemment dit que ces notes de Bède avaient toutes disparu parce que ces incapables de copistes médiévaux avaient été incapables de suivre la consigne, pourtant très très simple, de ce génie de Bède, etc., etc. Et en fait, une première vague de recherche dans l'entre-deux-guerres a montré que ce n'était pas vrai. Ensuite, le sujet a été un petit peu délaissé jusqu'à peu près la fin du XXe siècle, mais il connaît un petit regain d'intérêt depuis l'an 2000. Alors, la bibliographie que je vous mets là n'est pas du tout exhaustive, hein, c'est simplement les publications que j'ai trouvées les plus significatives sur la question. Et puis, il faut signaler, entre-temps, l'apparition d'une nouvelle édition des deux commentaires de Luc et de Bède,
voilà, il faut la signaler parce qu'elle existe, mais il faut dire qu'elle a malheureusement vraiment manqué l'occasion de travailler non seulement sur cette question précise des annotations qui peuvent être conservées ou non, mais manqué l'occasion de travailler sur les sources de bed. En fait, la recherche de sources est vraiment très, très insuffisante. Toujours est-il que donc, on s'est aperçu dans l'entre-deux-guerres qu'un certain nombre de manuscrits des commentaires de Bède sur Luc, sur Marc, conservent bel et bien des annotations, les annotations décrites par Bède, ce qui permet de voir le système qu'il a décrit. Parce que si on n'avait que la description, ce serait peut-être un petit peu compliqué de comprendre exactement ce qu'il veut dire. Mais en fait, on en a certaines, donc on peut voir. Alors ici, vous avez, c'est malheureusement un microfilm, mais vous avez l'exemplaire, le témoin conservé le plus ancien du commentaire de Bède sur Luc. Et donc, on trouve, de loin en loin, on trouve des choses comme ici. Donc, vous voyez, vous avez un H et un R. Et en fait, du H au R, le texte de Bède est une citation littérale de Jérôme, du commentaire de Jérôme sur Matthieu. HR, qui est Ronimus, hein, donc on voit bien deux lettres du nom de Jérôme qui marquent le début et la fin de la citation. Dans cet autre exemplaire, qui est un petit peu plus tardif, mais qui a appartenu à un grand intellectuel irlandais carolingien, vous voyez qu'on en a pas mal. Hein. Et puis donc, alors là, vous avez la fin d'une citation qui a commencé avant. Puis vous avez de là à là, donc Jérôme, HR Jérôme. De là à là, on aurait une citation de GR Grégoire. De là à là, une citation de là à là, une citation de HR Jérôme. De là à là, AV Augustin. Et de là à là, AM, Ambroise. Donc, le problème que se pose Bède et la solution qu'il trouve peuvent être résumés en termes finalement assez simples. Hein. Nommer ses sources mène pas à leur retirer le texte, donc mettre les noms hors du texte, mais qu'elles soient quand même une partie intégrante de l'œuvre. Donc c'est assez simple, mais les implications sont assez fortes quand même, parce que je pense que c'est la première fois qu'on a du texte qui est ouvertement et volontairement hors du texte, mais qui appartient quand même à l'œuvre. Et donc l'auteur annexe la marge comme un espace qui peut lui appartenir, dans lequel il peut faire des choses qui appartiennent à sa propre œuvre. Alors, pour autant, est-ce qu'il invente la note de bas de page, entre guillemets, la référence bibliographique hors texte, comme la bibliographie dont j'ai cité quelques exemples avant a tendance à faire le rapprochement avec ce système? Alors, certainement pas. Hein. Bède met un signe au début, une lettre au début, une lettre à la fin de sa citation, et le système de signes est restreint chez lui à 4 auteurs, et seulement à leur nom. Et Leisner, déjà, donc en 1900, dans les années 30, faisait observer que renvoyer à un auteur simplement par son nom, c'est très bien si l'auteur n'a écrit qu'un seul bouquin, mais dans le cas d'Augustin, dire Augustin a dit, c'est complètement vain, en fait. C'est complètement vain si on cherche à renvoyer le lecteur à la source. Mais en fait, c'est pas ça que Bède cherche à faire. Bède ne cherche pas à nous donner le moyen de remonter à la source. Il essaye, comme Kaczynski l'a souligné plus récemment, et c'est une remarque très très juste, il veut seulement mettre en exergue, mettre en avant de manière particulière l'autorité particulière dont jouissent ces passages-là, parce qu'ils sont de ces 4 auteurs-là, par rapport à toutes les citations qu'il prend à d'autres auteurs. Donc ce sont ces 4 auteurs-là, ils jouissent d'une autorité particulière, j'ai un dispositif de citation particulier pour eux. Et en ce sens, par parenthèse, la terminologie de source marks qui est installée depuis Sutcliffe et Leisner est un peu trompeuse. Il vaudrait mieux reprendre, il vaut mieux reprendre, comme je le fais ici, l'expression de Bède, signa nominum, et on voit bien que Bède ne pense pas à la source, il pense au nom, et ça fait une légère différence. Et puis, autre chose, avec ce système, puisqu'on voit bien que l'analogie n'est pas tant avec la référence bibliographique, on comprend assez bien d'où l'idée a pu venir à Bède. Parce qu'en fait, signaler des citations d'un texte en particulier, c'est quelque chose qui se faisait déjà avant, qui existait déjà à l'époque. Notamment les citations de la Bible qu'on signalait dans les manuscrits, déjà dans les manuscrits tardo-antiques, on signale en particulier les citations de la Bible, soit avec un signe particulier dans la marge, soit en les écrivant un peu en retrait, avec un léger retrait. Et puis, pareil, on a aussi des dispositifs pour signaler, au contraire, les passages hérétiques dans les textes qui les réfutent. Alors, les passages hérétiques sont signalés peuvent être signalés par des signes dans la marge qui veulent dire que ça, c'est attention à ce passage.
ces propositions sont fausses. Et donc Bède, en fait, a tout simplement eu l'idée d'étendre ce système aux 4 pairs qui lui paraissaient jouir, à son avis, d'une autorité plus importante que les autres. Donc, si on veut chercher un point de comparaison avec nos propres habitudes aujourd'hui, les signa nominum de Bède, c'est en fait pas tellement c'est pas tellement proche de nos références bibliographiques aujourd'hui, c'est plus proche de nos guillemets. Hein, simplement des guillemets un peu plus spécialisés, comme si on utilisait des guillemets à chevron pour Ambroise, et puis des guillemets ronds pour Augustin, et puis des guillemets droits pour Grégoire, et puis des guillemets juste une apostrophe pour Jérôme. Un système un peu pour des guillemets, mais en distinguant les guillemets de les citations de 4 auteurs. Donc, Bède, excusez-moi d'être un peu lourd là-dessus, mais je le répète, il n'invente pas la référence bibliographique hors texte, au sens où on l'entend, c'est-à-dire comme un moyen comme une possibilité de retourner à la source d'une citation ou d'une information de seconde main. Mais c'est pas pour dire que Bède a aucun mérite, pas du tout. En fait, en ayant l'idée de marquer systématiquement, parce que c'est une citation, le début d'une citation et sa fin, en ayant l'idée d'y associer systématiquement le nom d'un auteur, et en ayant l'idée de le faire, non pas dans le texte, mais dans la marge, en annexant, comme je l'ai dit, la marge comme une partie intégrante de son œuvre, il a véritablement ouvert la voie au développement qu'on va voir tout de suite. Alors, ensuite, après Bède, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un élève de Bède, Egbert, est devenu archevêque d'York, et un élève d'Egbert, Alcuin, est devenu quelque chose comme le ministre de la Culture de Charlemagne, environ 50 ans après la mort de Bède. Et le programme culturel carolingien impliquait de former massivement les clercs, notamment à la compréhension des Écritures saintes, et notamment par les pairs qui sont le point de référence. Sauf que, en fait, la littérature patristique, en l'état, elle se prêtait assez mal à ce projet, parce que les pairs ont en fait produit relativement peu de commentaires systématiques de l'écriture. Et puis, leurs écrits sont quand même très ancrés dans leur époque. Ça évoque des tas de choses où ça s'attarde sur des tas de sujets qui n'ont plus d'actualité du tout. La polémique contre les païens, bon, c'est à peu près fini. Et puis, elle est parfois, ou même souvent, d'un niveau de difficulté qui est bien au-delà de ce qu'on peut exiger de tous les clercs. Tous les clercs carolingiens n'ont pas vocation à devenir exégètes professionnels ou théologiens professionnels. Voilà, ce n'est pas le but de l'enseignement. Donc, de ce point de vue, la méthode de Bède, qui implique de lire les pairs, mettre de côté ce qu'ils disent sur tel ou tel texte biblique et composer cette récolte sous la forme d'un commentaire lématisé qu'on va publier, cette méthode était idéale pour répondre à ce problème de l'inadaptation de la littérature patristique et répondre à ce besoin de la formation des clercs. Et donc, à partir de la fin du 8e, on a un gros mouvement de production de commentaires bibliques lématisés en réponse à des commandes qui émanent de personnages assez importants, qui sont passés auprès des exégètes professionnels par des abbés, des évêques, voire les cours impériales et royales. Alors, un exemple assez tôt, c'est celui de Claude, futur évêque de Turin, qui est formé à Lyon par l'évêque Leidrath. Leidrath, c'est un Bavarois qui lui-même a été repéré et amené à la cour de Charlemagne par Alcuin. Alors, en seulement 20 ans de carrière, Claude arrive à produire des commentaires bibliques lématisés sur un beau corpus, presque tout le Pentateuque, les 7 premiers livres historiques, presque toutes les épîtres de Paul et un évangile. Son premier commentaire dans l'ordre chronologique est celui sur la Genèse, qu'il achève en 811, juste après avoir été appelé de Lyon à la cour de Louis d'Aquitaine, donc le futur empereur Louis le Pieux. Alors, dans sa préface, Claude explique évidemment que son commentaire est essentiellement un bouquet de fleurs. C'est les opinions, donc c'est-à-dire les opinions des pairs. Je les ai abrégées en un bref compendium, un abrégé d'un seul volume. Le lecteur ne lit rien de moi, mais relit ceux dont j'ai cueilli en atout les mots qu'ils ont dit, comme de belles fleurs que j'ai prises dans divers champs, et leurs commentaires constituent mon texte. Mon texte est leur commentaire. Et pour que nul ne me croie présomptueux, j'ai annoté devant, sur les pages, le nom de chaque docteur par ses lettres, comme fit aussi le bienheureux prêtre Bède. Donc la référence à Bède est explicite, comme la référence qui vient presque tout de suite. Dans le français, j'ai enlevé ce petit passage-là, mais vous voyez que presque tout de suite, il y a la référence à la formation à l'exégèse qu'il a reçue à Lyon de l'évêque Leidrath.
Alors, il se trouve qu'on a conservé de cette œuvre un manuscrit qui a été produit, un manuscrit d'auteur. Donc ça, c'est très bien. On y voit des signats pour Ambroise, Augustin, AG pour Augustin, Grégoire, Augustin, de nouveau, Augustin, Jérôme, IH pour Jérôme, mais aussi Isidore, ici. Donc Isidore n'était pas dans la liste de Bède, des 4 de Bède. Et puis on a, de loin en loin, on a des petits CL qui sont pour les passages que Claude a rédigés lui-même. Même manière de faire chez Raban, qui est aussi un proche d'Alcuin, et qui lui aussi a produit sur 3 décennies une série impressionnante de commentaires lématisés, donc sur tout le Pentateuque, tous les livres historiques, plusieurs livres poétiques, plusieurs prophètes, un évangile, tout le corpus paulin, donc beau score. Et il mentionne les signats dans toutes les préfaces que j'ai signalées en bleu. La toute première, celle sur Matthieu, dans la toute première, le lien avec Bède est vraiment étroit puisque Raban plagie purement et simplement le passage où Bède parle de ses méthodes de travail, hein, y compris le passage où il disait qu'il avait peur d'être accusé de plagiat, ce qui est quand même assez ironique. Mais juste après avoir plagié Bède, Raban rajoute une petite phrase pour préciser que, pour dire sans les autres tout ce que l'auteur de la lumière a daigné me faire comprendre, donc à moi, j'ai aussi ajouté les signes de ma propre sueur sous forme de notes de mon nom et de mon mot et de mon nom, là où cela paraissait opportun. Donc il fait mention du signum qui le concerne personnellement, comme Claude, on a vu, l'a fait 10 ans auparavant. Juste après, on a la chance d'avoir gardé une lettre de demande à Raban. Donc là, on a un abbé, Frécuf de Luxeuil, qui passe commande à Raban d'un commentaire sur la Genèse. Et vous voyez qu'il lui donne un cahier des charges assez précis. Et dans ce cahier des charges sont expressément mentionnés les signa nominum, non seulement pour les auteurs, hein, que soient notés en front de page les noms de chaque auteur dont tu auras recueilli les opinions à cet endroit, et puis aussi pour toi, que tu annotes aussi aux endroits que tu auras rédigé toi-même la première lettre de ton nom à toi. Donc la demande est explicite, utilise des signa nominum non seulement pour tes sources, mais aussi pour toi. Et Raban, évidemment, en envoyant la commande, se flatte d'avoir respecté le cahier des charges sur les 2 points, avec leur nom à noter en regard sur la page, avec la note de mon nom. Donc, très bien, il est très content d'avoir respecté le cahier des charges, on est content aussi d'ailleurs. Et puis, on a encore quelques mentions, alors je vous les ai mises là, très en abrégé, dans des préfaces ultérieures où on gagne juste quelques détails. Hein, dans la préface sur les nombres, donc il explique que les passages qu'il a rédigés lui-même, c'est les passages pour lesquels il n'a pas trouvé de commentaires chez les pairs, en fait. Les pairs ont commenté plein de choses, mais pas tout. Donc il y a des versets qui manquent, donc j'ai fait mon commentaire, mais j'ai bien annoncé la couleur. Ensuite, il explique, quelques années plus tard, il explique que le signum qu'il s'est donné à lui-même, c'est un M et pas un R ou un H pour Raban. C'est un M, donc l'hommage à Alcuin, parce que Alcuin l'avait surnommé Mort, Raban Mort. C'est un surnom que lui a donné Alcuin. Donc là, il y a un hommage à Alcuin qui est explicite, qui est clair. Et puis, cette précision vraiment très intéressante encore plus tard, vous voyez, vers le tournant des années 40, où en fait, il se dit si quelqu'un lit mon texte en lectio divina, donc lecture à voix haute pour la communauté pendant le repas, bah, les gens, comme les mentions des noms sont hors du texte, sur les marges, les gens ne sauront pas de qui est ce qu'on est en train de dire. Donc, il faut que le lecteur, je précise bien, je recommande au lecteur de lire systématiquement à voix haute les noms d'auteurs abrégés dans les marges pour éviter que les auditeurs ne confondent les propos de tel ou tel. Donc, qu'on sache qui est en train de tenir le micro. Voilà. Et puis encore quelques brèves mentions dans les préfaces encore un peu plus tardives. Et maintenant, si on prend des manuscrits de Raban, eh ben, c'est très bien. On trouve des signats pour Jérôme, pour H, pour Jérôme ici et là, pour Augustin, AG, pour M, pour Raban mort, comme on l'a vu, mais aussi pour Hilaire. Dans ce commentaire sur l'apôtre, vous avez pareil, vous avez Grégoire, Augustin, AM pour Ambroise, et puis vous avez aussi Jean Cassien, CAS pour Jean Cassien. Dans ce manuscrit, toujours du commentaire sur l'apôtre, vous voyez, vous avez Ambroise,
Augustin, AMB Ambroise, GG Grégoire, AMB Augustin, mais vous avez aussi Origène, Origue, pas mal d'Origène sur cette page. Et Claude et Raban sont les plus productifs, mais d'autres auteurs de commentaires lématisés, plus ponctuels sur cette même période, ont aussi fait usage de Signa. Pascal Radbert dit les avoir employés dans la préface de son commentaire sur Matthieu. Hein. J'ai eu soin d'apposer soigneusement les lettres de leur nom dans la marge de cet ouvrage pour que le lecteur puisse marcher en toute sécurité et savoir immédiatement de qui j'ai suivi les traces. Pardon, j'ai dû faire une... oui, c'est ça, savoir immédiatement en regard. La syntaxe est un peu... Bon, ma syntaxe est un petit peu contestable. C'est pas des traductions définitives, hein, je vous rassure, de qui j'ai suivi les traces. Et puis on en trouve aussi dans les commentaires de Cédius Scotus, donc on est là un peu plus tard, on est au milieu du siècle, sur l'apôtre et sur Matthieu, même si là il en parle pas dans ses préfaces, mais on en voit dans des manuscrits de ses commentaires. Et puis la méthode déborde un peu du champ du commentaire biblique lématisé. Avant même le commentaire sur la Genèse de Claude, on a Smaragde de Saint-Mihiel qui produit le Liber Comitis. Alors, dans le Liber Comitis, il propose des explications patristiques, non pas sur un livre biblique qu'il suit dans l'ordre du texte, ce qui est le principe du commentaire biblique lématisé, mais sur les lectures bibliques dans l'ordre liturgique, du calendrier liturgique dans l'ordre liturgique. Donc, c'est beaucoup plus proche d'un homéliaire, mais pareil, il utilise des signa nominum. Et puis, on a aussi, quelques années plus tard, on a aussi Florus, donc formé à la même école que Claude, probablement juste quelques années après Claude. Et Florus utilise aussi la même méthode dans une œuvre qui appartient au début de sa carrière, le commentaire sur le canon, alors qui est un commentaire lématisé, mais pas un commentaire biblique. En fait, Florus fusionne l'idée du commentaire biblique lématisé avec un autre genre à la mode pour les mêmes besoins de la formation des clercs, qui est l'exposition missae. Donc l'exposition missae, on explique ce qui se passe à la messe, le mystère eucharistique. C'est évidemment un peu intéressant d'expliquer à des clercs, et en particulier à ceux qui seront prêtres et qui iront ensuite en paroisse, qui seront ensuite expédiés sur le terrain. Et donc, Florus fusionne les deux idées en faisant un commentaire lématisé du canon, c'est-à-dire les prières centrales du mystère eucharistique. Et donc, vous voyez, dans cet exemplaire-là, on voit bien un signum pour Cyprien, Augustin, Grégoire, Augustin. Donc, Florus donne dans le titre, Florus n'écrit pas de préface, il n'aime pas les préfaces, mais il écrit des titres très très longs qui tiennent lieu de préface et dans lesquels il y a vraiment toutes les informations utiles à savoir. Il donne la liste, des pères qu'il a exploités, comme beaucoup le font. Il explique bien que, comme le montrent systématiquement en son lieu les lettres de leur nom, qui sont annotées sur l'extérieur, hein, donc là, on a bien Sicul suis locis per singula literae nominum quae forin secus praenotantur ostendum, donc on a bien une description très précise du système des signa nominum. Et puis, nouveauté assez intéressante par rapport aux autres textes qu'on a vus avant, il explique pourquoi il aime bien les signa. En fait, il aime bien parce que ça permet de sortir, en sortant les noms du texte, ça permet de ménager la continuité du commentaire. Hein. C'était nécessaire pour éviter que leur irruption fréquente ne cause une interruption absurde et incommode de la diction et de l'intelligence du texte. Donc, si on met des références partout dans le texte, si j'avais mis les références à tous les endroits où je mettais une citation, il y aurait eu des références, mon texte serait hérissé de références et on ne pourrait plus lire la continuité. Alors ça, c'est aussi parce que Raban, il a tendance à copier-coller, à juxtaposer les passages qu'il prend au père et les siens. Hein, il a tendance à les juxtaposer, les mettre les uns en dessous des autres. Alors que Florus, il essaye de les enchaîner, il essaye de reconstituer une continuité de la pensée, de telle manière que s'il n'y a pas les références, vous pouvez lire le texte et avoir l'impression que ce serait d'un seul auteur. Vous n'avez pas l'impression de passer d'un texte à l'autre. Vous n'avez pas l'impression que le micro change de main. Donc ça, c'est ce qu'il essaye de faire et ça lui tient très à cœur. Et là, on le voit bien dans cette phrase-là, il explique que c'est pour ça qu'il aime bien les signa nominaux. Alors, cette préoccupation de la continuité, qui apparaît très tôt chez Florus, puisqu'on est là au début de sa carrière, et qui est propre à Florus, c'est quelque chose qui est très important. Donc, on voit bien que des auteurs carolingiens ont adopté l'idée de bed, mais en la modifiant quand même un petit peu. Hein. D'un côté, le système perd en précision, puisqu'on note seulement le début de la citation et plus la fin.
Et d'un autre côté, il gagne en précision parce qu'on peut l'utiliser non seulement pour les 4 auteurs que Bède avait mis en avant, mais virtuellement pour n'importe qui, et y compris pour le compilateur. Et puis en fait, ça va ensemble. Parce que comme vous mettez une annotation seulement au début de la citation, euh, eh ben, comme vous marquez plus la fin des citations, il faut systématiquement signaler euh, le moment où on passe le micro à quelqu'un d'autre, même si on passe le micro, même si le compilateur se passe le micro à lui-même. Sinon, on ne voit plus si la citation d'Augustin s'arrête et puis le passage du compilateur commence sans être signalé, eh ben, vous avez l'impression de continuer de lire Augustin. Donc, le fait de ne mettre des signats qu'au début de chaque citation entraîne, par voie de conséquence logique, le fait qu'il faut mettre des signats pour tout le monde, y compris pour le compilateur. Alors, à part ces petites modifications, le système a l'air d'être quand même pas mal rentré dans les habitudes des exégètes les plus importants. Sur toute la première moitié du 9e, donc là, bon, toutes les dates sont un peu approximatives parce que c'est des choses qui sont difficiles à dater, et puis tous ces textes n'ont pas été bien étudiés, mais tout ça se situe sur une fourchette, hein, en gros, qui va de 800 à 850. Cellulus, c'est à cheval. Bon, là, il y a des éditions récentes, mais les éditeurs n'ont pas estimé que ça valait la peine de discuter la question de la datation. Donc, on n'a aucune indication. Je les ai mis sur la fin de la période parce que ça doit être approximativement par là, mais bon. Bref, vous voyez que on voit bien quand même qu'il y a un arc chronologique assez bien défini, à 10 ans près sur la fin de la période. Donc, malgré, on a l'impression que la chose se diffuse et rentre dans une certaine normalité. Hein. Sur la fin, Raban, il dit bon, ben voilà, j'ai utilisé les signats, et puis il sent plus du tout la nécessité d'expliquer ce que c'est. Et malgré tout, justement sur la fin de la période, justement au moment où on a l'impression que ça marche, eh ben, on a la préface de Raban à Ézéchiel, là, ici, qui est adressée à Lothaire. Et puis, il parle des signats, et puis, d'un seul coup, on a ce passage un peu bizarre. Je ne crois pas devoir taire ce que l'on m'a raconté, que certains petits je sais tout, hein, quosdam skiolos, m'ont reproché, en faisant extraction des écrits des Saint-Pierre, d'avoir noté leur nom devant, ou d'avoir plus employé les propos d'autrui que créé les miens. Mais je peux facilement leur répondre. En quoi ai-je péché d'avoir jugé les maîtres de l'Église dignes de vénération, d'avoir inséré leurs propos dans la mesure où eux-mêmes les ont exposés et publiés au lieu opportun dans mes ouvrages avec la note de leur nom. Donc ensuite, un petit passage sur le fait que s'appuyer sur les pères, c'est être humble. Donc c'est le Seigneur qui l'a recommandé. Hein, voilà. Et puis une jolie pique. Hein, ceux qui cherchent la louange, qui désirent être vus des hommes, ils n'ont qu'à dicter, écrire ce qu'ils voudront. Ils n'ont qu'à chercher leurs fans là où ils pourront. Mais pour moi, évidemment, citation du psaume, pour moi, il est bon d'adhérer à Dieu en tout temps de ma vie et de déposer mon espoir dans le Seigneur Dieu. Alors, qui vise-t-il ? Évidemment, c'est un peu difficile à savoir avec certitude, mais je pense quand même à Angelôme de Luxeuil. Alors, Angelôme de Luxeuil, on ne connaît pas grand-chose de lui, à part ses 3 commentaires et ce qu'il a bien voulu nous dire de lui-même dans les préfaces de ses commentaires. Pourquoi je pense à Angelôme ? Parce que quelques années après Raban, dans une préface qui est aussi adressée à Lothaire, donc celle-là, la préface au Cantique des Cantiques, on lit ça. Il faut savoir que je n'ai pas porté, comme c'est l'usage de certains, en regard sur les pages tous les noms de chaque docteur individuellement par des lettres caractéristiques. Donc là, vous reconnaissez évidemment, on voit bien qu'il est en train de parler des synonymes. J'ai voulu, à partir évidemment des paroles de ses commentateurs, tantôt composer des harmonies à partir des harmonies, c'est-à-dire en rognon, etc. Donc ensuite, il explique qu'il a quand même utilisé les pairs, mais il a voulu les composer comme un morceau de musique, comme une pièce de théâtre, sans craindre les gens de lettres qui tordent le nez en jouant les savants, ni ceux qui sont plus prompts à critiquer qu'à imiter, et qui sont incapables d'accomplir ce qu'ils entreprennent de critiquer avec des grimaces. Donc là, on a une attaque contre les lettrés arrogants qui répond assez bien à l'attaque de Raban quelques années plus tôt sur les petits je sais tout prétentieux. Ceci étant, donc Angelôme ne critique pas le fait de reprendre les pairs. Et culturellement, pour un auteur de cette époque-là, c'est impossible, ce serait impossible. Angelôme ne peut pas dire « moi, je me suis affranchi des pairs, moi, j'ai fait quelque chose de complètement original ». Ça, c'est pas possible dans le contexte culturel de l'époque. Et au contraire, il continue d'affirmer qu'il a essentiellement utilisé les pairs, hein, comme font tous les autres exégètes. Mais il faut bien voir d'abord que
son positionnement est un petit peu contraint par des raisons générationnelles. Quand il arrive avec son commentaire sur la Genèse ou sur les rois dans les années 830, bah, d'autres exégètes contemporains, Claude, Raban, en ont déjà composé et publié. Donc, comment est-ce qu'on justifie de refaire le même travail sur les mêmes livres bibliques? Surtout s'il travaille essentiellement, en théorie, de compiler les pères de l'Église. Donc, forcément, la seule critique, ce qui permet à Angelôme de se distinguer, et c'est ce qu'Angelôme reproche à ses prédécesseurs, c'est la manière d'utiliser les pairs. Ce n'est pas le fait d'utiliser les pairs, mais la manière, c'est la méthode, y compris les signats, qui sont donc symptomatiques à ses yeux d'une méthode qui consiste à juxtaposer les passages, alors que lui se vante de composer les passages comme un compositeur. Donc on voit qu'en arrivant vers 850, il peut y avoir débat entre exégètes professionnels et jusque devant le trône impérial, ce qui paraît quand même assez incroyable, sur le bien fondé même de la méthode des signats. Mais en fait, on peut revenir un peu avant, parce qu'il y avait un problème vraiment technique, pour le coup, qui avait été soulevé déjà auparavant, et par la personne qui était probablement la mieux indiquée pour le faire, celle qui était le plus rentrée dans la démarche, c'est Claude. Alors, on a vu comment il travaille en 811, hein, il met des signats en 811 dans son commentaire sur la Genèse, et 12 ans plus tard, en 823, en répondant à une commande, donc on n'a plus la commande comme on avait la commande de Fréculf de Luxeuil à Raban, mais d'après la réponse de Claude, on voit que la commande devait être formulée à peu près dans les mêmes termes, parce que Claude se justifie de n'avoir pas respecté le cahier des charges sur un point précis qui est précisément les signats de minimum. Tu demandes d'annoter chaque passage d'un docteur sur les pages dans nos commentaires. Je n'ai pas lu que quiconque l'ait fait, sauf le très bienheureux. Alors, Raban a à peine commencé sa carrière. Hein. Je n'ai pas lu que quiconque l'ait fait, sauf le très bienheureux Bède. Et lui-même ne l'a pas fait dans plus de 2 livres. Il l'a fait que dans les commentaires sur Marc et Sud. Mais moi, je me suis abstenu de le faire. Pour cette raison que les passages d'aucuns que j'avais d'abord notés sous le nom de certains, en cherchant bien, je me suis ensuite aperçu qu'ils étaient d'autres personnes. Donc, il n'a pas utilisé les signats parce qu'il a découvert de fausses attributions. Et ça, c'est un vrai problème, parce que tout l'objet des signats, c'est de rendre à César ce qui est à César. Donc, dire que les signats attribuent Pierre à Paul, c'est dire que ça ne marche pas. Et pour Claude, ça justifie d'abandonner complètement la technique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il a raison? Ou bien est-ce qu'il a juste eu la flemme de mettre les signats et puis il essaye de se justifier? En fait, il a complètement raison. Et Michael Gorman a montré qu'il s'en était même rendu compte de ce problème-là, il s'en était rendu compte dès 811. Dans le commentaire sur la Genèse, si on reprend le manuscrit d'auteur du commentaire sur la Genèse, donc on voit tous les signats que je vous avais montrés avant, et en fait, on a l'impression qu'il a utilisé pas mal de sources, mais Michael Gorman montre qu'en fait, il a utilisé moins de sources que ça. Il a beaucoup utilisé un commentaire d'Isidore, préexistant, mais il s'est aperçu que dans le commentaire d'Isidore, Isidore utilise beaucoup de passages d'Ambroise. Et en citant le texte d'Isidore, il a marqué par des signats les passages empruntés à Ambroise, ce qu'Isidore, évidemment, n'avait pas fait. Donc, en fait, ici, vous avez vraiment un signum où ça se voit parce qu'il a mis Isidore et Ambrosie, Isidori et Ambrosie, Isidore et Ambroise. Mais en fait, dans plein d'endroits, il a mis juste Ambroise et en fait, il cite Ambroise à travers Isidore. Donc, il s'en était déjà rendu compte, mais en 811, il s'en accommodait. En 823, il s'en accommode plus. Donc, il y a ce premier problème. On a pu croire citer quelqu'un et en fait, ce quelqu'un citait quelqu'un d'autre à cet endroit-là. Bon, cela dit, ça peut paraître un problème un peu marginal, on peut se dire que c'est peut-être pas le cas majoritaire, mais en fait, il y a pire. Vous vous souvenez que jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à l'entre-deux-guerres, on pensait que les signats avaient disparu des manuscrits de Bède parce que les copistes médiévaux avaient été incapables de les transmettre, et puis finalement, on s'est aperçu que ce n'était pas vrai. En fait, ce n'était pas non plus complètement faux. Sutcliffe et Leisner ont trouvé des signats dans des manuscrits de Bède, oui, mais pas dans tous les manuscrits, loin de là, très loin de là. Et le même constat est valable pour les œuvres carolingiennes qui utilisent des signats. Beaucoup d'exemplaires ont perdu leur signat. Et à cet égard, toutes les images que je vous ai montrées sont un peu trompeuses, parce qu'évidemment, moi, j'ai voulu vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, j'ai cherché des pages où il y en a, et où il y en a plusieurs, et où il y en a des jolis. C'est clair. Mais en fait, même dans ces mêmes manuscrits, sauf les manuscrits d'auteurs qui sont un cas un peu particulier, dans ces mêmes manuscrits, c'est assez difficile de trouver une page qui soit assez pertinente à montrer, parce qu'il y a des portions entières du manuscrit dans lesquelles il n'y a aucun signat, ou bien il y en a un qui se promène par-ci par-là, mais on ne comprend pas d'où il vient ni où il va, etc. Donc, il ne faut pas se laisser abuser par la sélection d'images que je vous ai montrées jusqu'ici. En fait, on peut penser que les signats de Bède sont trop discrets. Il faut bien voir qu'il se passe des tas de choses dans les marges.
des auteurs, des lecteurs ajoutent des notas, ils ajoutent des petits signes qui sont censés attirer l'attention à leur propre usage pour relever des passages, etc. Et donc, pour que les signats fonctionnent, il faudrait que les copistes sachent distinguer systématiquement entre les petites lettres qui remontent à Beda, et donc qui remontent à Bed, et donc il faut copier parce qu'elles font partie de l'œuvre, et entre toutes les autres petites notes qu'il ne faut pas copier parce que c'est juste des lecteurs qui les ont ajoutées dans cet exemplaire-là. Et évidemment, tous les copistes n'ont pas eu ce discernement, et c'est normal parce que c'est très compliqué. C'est pas du tout une consigne simple que Bed a donnée. Et donc, c'est pour ça que beaucoup des manuscrits de tous ces commentaires ont perdu l'intégralité de leurs signats. Deuxième problème, même quand ils sont copiés, ces signats ne sont pas suffisamment ancrés sur le texte. Ils sont censés concerner un point du texte, l'endroit où commence une citation, le mot où commence une citation, le mot où elle finit, mais en fait, ils sont en regard d'une ligne. Et donc, il peut y avoir une incertitude sur le point de la ligne qui est concerné. Et si vous copiez un manuscrit à longue ligne, donc vous avez une longue ligne sur laquelle, par exemple, vous allez avoir 2 fins de phrase, est-ce que votre signum se rapporte à la première fin de phrase ou aux deuxième fin de phrase? Et donc, si vous copiez ce manuscrit à longue ligne, la distribution du texte de cette ligne va être différente, et donc le signum peut se retrouver décalé de 1, 2, 3 lignes si vous le copiez dans un manuscrit à longue ligne. Donc, ce problème-là, on voit bien que les signats peuvent bouger par rapport au texte. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, dans au moins un manuscrit qui avait déjà été signalé par Sutcliffe, donc vraiment au tout début de ce genre de recherche, on voit que les copistes ont réinséré dans le texte les signats de Bède. Donc là, vous avez un manuscrit de Bède, hein, et vous avez une citation d'Augustin qui va de A à V, et c'est dans le texte. Donc là, on voit bien comment ça ressemble à des guillemets, hein, beaucoup plus qu'à une référence bibliographique. Pareil, ici, vous avez une citation de Jérôme, H à R. Mais même là, même dans ce manuscrit-là, on pourrait se dire, ah bah tiens, ils ont eu conscience du problème, ils l'ont résolu. Même là, ce n'est pas systématique. Vous avez encore un H et un R pour Jérôme. Et puis ici, un H et un R. Et là, vous voyez un autre problème qui est que si vous copiez un manuscrit à 2 colonnes dans un manuscrit à longue ligne, comme ça peut tout à fait se produire, hein, votre commanditaire vous dit je voudrais ce texte, mais dans un manuscrit à longue ligne et pas à 2 colonnes, eh bien, le copiste va devoir choisir, à chaque fois qu'on a un signum dans la marge centrale, là, est-ce que ce signum concerne cette ligne-là ou cette ligne-là? Et s'il ne se trompe pas, pas de problème. S'il se trompe, le signum va être décalé d'une colonne de texte en amont ou en aval. Et en particulier, là, vous voyez, si, je ne suis pas certain parce que je n'ai pas vérifié, mais si ça c'est le début, si ça c'est la fin de cette citation-là, vous voyez que la disposition des signats, elle prête complètement à confusion. Autre problème lié au précédent, mais qui a ses propres conséquences, c'est que ces signats sont trop sibyllins. Alors évidemment, quand vous connaissez le principe, tout va bien. Vous pouvez même deviner que AM, ça doit vouloir dire Ambroise, que AV, ça doit vouloir dire Augustin, etc. Mais il faut connaître le principe, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les copistes. Et puis, il faut savoir que AV veut dire Augustin et pas autre chose, etc. Et là, on a de nombreux exemples de confusion. Donc, par exemple, dans cet exemplaire de Raban que je vous ai déjà montré, il n'y a presque aucun signum M pour mort. Et il y a très peu de signa AV pour Augustin. Par contre, il y a un nombre invraisemblable de signa AM pour Ambroise. Donc, très vraisemblablement, le copiste ou certains des copistes n'ont pas compris qu'il y a une différence entre M pour mort, AV pour Augustin et AM pour Ambroise. Ils ont cru que c'était tout le même signe et que ça renvoyait tout au même auteur, et donc ils ont copié AM partout. Ça pose évidemment des problèmes d'attribution, et le commentaire sur le canon de Florus en montre 2 exemples vraiment critiques. D'abord, Jean-Paul Bouot a montré en 1975 que les passages du texte de Florus qui portent le signum de Vigile dans les manuscrits, donc Vigile qui est cité parmi les auteurs, hein, en fait, ce sont des extraits de Bède. Ce sont tous des extraits de Bède. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que des extraits de Bède se retrouvent sous le nom de Vigile? En fait, si on regarde les manuscrits qui sont les plus proches de Florus, y compris les manuscrits autographes, on s'aperçoit que Florus disait pas Bède, il disait Ved. Et donc, c'est assez plausible que son signum n'était pas un B, mais un V. Logique. Et puis ensuite est venu un copiste qui, lui, disait pas Ved, mais il disait Bed comme tout le monde. Il s'est dit V, VV, qui ça peut bien être. Il a cherché dans la liste.
Quel est l'auteur qui commence par un V? C'est Vigile. Et il a mis Vigile partout où il a trouvé un V. Et de cette manière, les extraits se sont tous retrouvés sous une mauvaise attribution. Ça, c'est quelque chose de très commun dans la tradition de ces œuvres. Autre problème dans la même œuvre, hein, avec les citations d'Avit de Vienne. Donc pareil, Avit est mentionné parmi les sources. Alors il faut savoir que l'œuvre d'Avit, on n'en a conservé qu'une seule partie en tradition directe. Et puis, le reste a disparu, sauf une cinquantaine d'extraits qui nous sont transmis par une autre œuvre de Florus, où les extraits sont bien délimités. Donc, on voit exactement, de là à là, c'est de la Vite de Vienne. On n'a plus les œuvres intégrales, mais c'est un extrait de la Vite de Vienne. Et donc, on sait, de manière absolument certaine, que Florus avait des œuvres d'Avit que nous n'avons plus. Et donc, c'est tout à fait plausible qu'il ait utilisé ces œuvres d'Avit que nous n'avons plus pour faire dans son commentaire sur le canon. Sauf que les signats n'ont pas fonctionné. Et donc, jusqu'à présent, ça a été impossible de localiser ces extraits, ces fragments d'Avit dans le commentaire de Florus. Si le système des signats avait fonctionné, s'il fonctionnait, on aurait probablement quelques fragments d'Avit de Vienne en plus. Donc les signats de Bède sont trop discrets, trop fragiles, trop sibyllins pour bien passer l'épreuve de la transmission. Même dans leur version carolingienne, qui est un peu moins discrète et qui est un peu moins sibylline parce qu'on met plus de lettres. On ne met pas seulement une lettre au début, une lettre à la fin. Et ici, ce n'est pas la question de la légitimité du système, comme dans la polémique Raban-Angelôme. Hein. Ce n'est pas la question de la légitimité du système. C'est bien des problèmes qui sont inhérents au fonctionnement du système de Bède. Et ce sont des problèmes que les auteurs carolingiens pouvaient tout à fait constater, soit en examinant leurs manuscrits de Bède, qui eux-mêmes avaient déjà des imperfections à ce niveau-là, donc ils pouvaient voir que ça n'avait pas marché entre le manuscrit de Bède et le leur, soit même dans la transmission de leurs propres œuvres, de leur vivant même, parce qu'on a des manuscrits, par exemple pour Florus, on a des manuscrits du commentaire de Florus qui sont contemporains de Florus, et déjà là, ça ne marche pas. Et puis, même si Bède avait probablement pas pensé à cette fonction, puisque je vous ai dit, hein, il n'avait pas en tête l'idée de faire des références bibliographiques hors texte, on a vu que dans l'esprit des carolingiens a commencé à se faire jour cette idée que les signats pourraient servir à signaler les correspondances d'une œuvre à l'autre, et donc à circuler d'une œuvre à l'autre, à rechercher la source d'une citation, comme Claude l'avait fait. Et dans l'optique de cette nouvelle fonction, les signats de Bède présentaient un défaut en plus, ils étaient trop vagues. Ça ne sert à rien de dire je cite Augustin. Il faut dire ou dans Augustin. Si je dis juste c'est d'Augustin, c'est trop vague, ça ne sert à rien. Et donc, face à ces problèmes, il y avait plusieurs attitudes possibles. Celle de Claude qui était de renoncer complètement, hein, en partant en quelque sorte du principe qu'il vaut mieux, renoncer complètement à diffuser des informations plutôt que disséminer des informations qui risquent d'être erronées ou de le devenir très très rapidement. On pouvait vouloir produire des informations claires, précises, immanquables, qui ne risquaient pas de se perdre, et dans ce cas-là, renoncer à les situer dans la marge, puisque c'est l'endroit où elles sont le plus vulnérables. Et donc, on a vu que c'est un peu ce que fait Florus dans le traité que j'ai cité en tout premier, hein, où il prend 6 lignes de texte pour nous expliquer où, dans la collection Dionisio Adriana, est le passage qu'il est en train de citer. Donc, c'est possible, mais d'abord, dans cet exemple-là, on est dans un traité de théologiens qui s'adresse à des théologiens, et donc ce niveau de précision-là n'était pas forcément nécessaire, ni opportun, ni souhaitable dans un ouvrage destiné à un public plus large, hein, comme devaient l'être ces commentaires lématisés. C'était tout le but de ces commentaires lématisés. Et puis, du point de vue de Florus, si on se met du point de vue de Florus, ça contredirait aussi le principe qu'il a posé dans le sous-titre du commentaire sur le canon, c'est-à-dire que ça reviendrait à interrompre sans cesse le texte du commentaire avec des références bibliographiques. Et donc, le commentaire en deviendrait inintelligible, il perdrait de cette continuité. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive vers 850, donc environ 15 à 20 ans au moins après le commentaire lématisé du canon, à un autre commentaire lématisé de Florus, qui est son exposition augustinienne sur l'apôtre. Alors, c'est un énorme commentaire lématisé, hein, 1/2 million de mots, c'est gigantesque, des 14 épîtres attribués à Paul, commentaire composé d'environ 2200 extraits d'Augustin, et rien que d'Augustin, seulement d'Augustin. Vous voyez qu'on retrouve dans le titre même, pas dans le sous-titre, hein, on peut distinguer en gros un titre et un sous-titre, et dans le titre même, on a cette expression sicut singuli suis locis a scriptissum, qui correspond bien à des expressions qu'on a vues précédemment dans les préfaces antérieures. Ça correspond exactement à la manière dont ces auteurs de cette période décrivent la méthode des signonomium. Sauf que ici, en un sens, il n'y a plus besoin de signonomium puisqu'il ne cite que Augustin.
Et du coup, on voit bien que effectivement, cette expression désignant les signum nominum, ici, elle n'est plus appliquée au nom d'Augustin, mais à ses livres. Alors, là encore, les siècles ont été cléments avec nous. Je regarde l'heure, ça fait... Excusez-moi, comme je vous avais dit, c'est trop long. J'essaie de finir vite. Donc, là encore, les siècles ont été cléments avec nous, puisqu'on a conservé une partie du manuscrit original, donc on peut voir exactement ce que Florus avait en tête. Et dès qu'on ouvre le bouquin, on repère immédiatement ces cadres bleus dans la marge, ces cartouches bleues dans la marge, il y en a à peu près sur toutes les pages. Si on regarde d'un peu plus près, on voit bien que donc toutes ces cartouches mentionnent des œuvres d'Augustin en les désignant systématiquement comme des sources. Ex sermone, ex libro, ex epistola, hein, tiré du sermon, tiré du livre, tiré de la lettre, etc. Dans les œuvres qui s'y prêtent, on trouve généralement aussi la section, hein, tirée du livre 5 sur le baptême, tirée du livre 2 contre Maximilien, tirée du livre 12 sur la Genèse ad litteram, du titre 9 du contre Faust. Ce souci de précision de Florus, on le voit bien dans ce manuscrit original, on le voit particulièrement dans ce manuscrit original parce qu'on voit bien qu'il y a des endroits où il a rajouté après coup des précisions. Hein. Vous voyez, là, on avait ex libro questionum, donc tiré du livre des questions, et il a rajouté chapitre 58. On avait écrit du livre sur le sermon sur la montagne, il a rajouté c'est le livre 2. Et puis, tiré du livre 9 des confessions, il a rajouté là où il loue sa Sainte Mère pour la gloire de Dieu, tiré du livre 17 de la Cité de Dieu, dans le commentaire du Cantique d'Anne. Et là, on reconnaît un peu ce que je vous ai montré au début avec les extraits de Grégoire, une manière de ne pas citer l'intégralité du livre 9 des Confessions, l'intégralité du livre 17 du Civitate Dei, mais de préciser une zone particulière de ce texte. Maintenant, si on regarde comment ces cartouches donc se situent par rapport au texte, on voit qu'ils sont dans la marge, hein, effectivement, mais Florus a fait tout son possible pour les ancrer sur le texte, hein, en faisant écrire l'initiale de chaque extrait, chaque nouvelle citation, dans l'encre de rubrication, qui est ici bleue. Hein, donc là, j'ai fait la transcription. J'ai fait une transcription complète de ces lignes-là, simplement pour que ce soit un petit peu plus clair. Et vous voyez qu'on a une sorte de lettrine ici, toujours sur la ligne au niveau du cartouche. Donc c'est ici que commence cette citation. Et donc de cette manière, l'initiale devient une sorte d'appel de notes qui est immanquable, que les copistes ne risquent pas d'oublier de copier ou de copier mal, puisqu'elle fait partie intégrante du texte lui-même. Donc ils ne risquent pas de la déplacer. Et ça permet à Florus d'enchaîner les extraits d'Augustin comme un texte continu, comme il voulait déjà le faire avec les signas du commentaire au canon qui avait échoué. Je passe ceci. Et donc, si on reprend les problèmes inhérents au signa dont souffrait encore le commentaire sur le canon de Florus, on s'aperçoit que le même Florus, quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, dans l'exposition augustinienne, a résolu tous ces problèmes. En fait, les 4 solutions, hein, les sigles désormais sont visibles, ils sont ancrés, ils sont explicites et ils sont précis. Et ils se tiennent la main. En fait, ces 4 solutions, ce n'est pas vraiment 4 solutions, c'est qu'il a réussi à rendre le système, ce système de référence marginale, il a réussi à le rendre tout simplement évident. Il n'y a pas de question à se poser. Et effectivement, ça a marché. Alors d'abord, l'exposition elle-même, cette œuvre elle-même, elle a marché. On conserve plus de 80 manuscrits et qui s'échelonnent du 9e au 17e siècle. Elle a été éditée en 1499, elle a été rééditée 8 fois au 16e et 17e siècle. Donc elle a eu un succès qui est absolument sans commune mesure avec tous les autres commentaires lématisés carolingiens que j'ai cités avant. Hein. On est très au-dessus des chiffres de tous les autres commentaires lématisés carolingiens que j'ai parlé. Le seul qui bat Florus en nombre, en diffusion, c'est Bède, avec les commentaires sur Luc et sur Marc. Et de tous ces témoins, donc tous les témoins manuscrits et les 9 éditions existantes, les éditions qui se copient les unes les autres, aucune n'a perdu ses cartouches, ce qui pour le coup est unique. Bède les a perdus aussi dans beaucoup plus dans la majorité de ses manuscrits. Et tout simplement parce que la fonction et le fonctionnement de ces cartouches étaient évidents. Et donc les copistes ont compris, sans qu'il y ait besoin de leur expliquer, que c'était utile, que ça appartenait à l'œuvre et qu'il fallait les copier. Ce qui est intéressant. Bref, j'élimine cette parenthèse pour finir plus vite. Je vous la donnerai peut-être dans les questions si ça se présente.
Et, et donc, si on parcourt un peu les siècles, on voit, voilà, hein, là, on a un manuscrit du 9e. Le copiste, vous voyez que là, on n'a pas d'encre de rubrication dans l'original, mais le copiste a parfaitement compris. Il a copié les références. On a bien un système de lettrine aussi. Donc là, on est fin 9e, fin 10e. Non, pardon, on est toujours fin 9e, excusez-moi. On est à Saint-Gall, donc là, on est dans un témoin qui est indirect, qui n'est pas copié sur un manuscrit lyonnais, mais qui est déjà copié sur une copie. Le copiste a parfaitement compris. Hein. Ici, on est au début 11e, à Cluny. Fin 11e. Vous voyez que le copiste a vraiment joué avec les références. Fin 12e, pareil, une intégration complète dans le style graphique du copiste. Fin 13e en Espagne, pardon, Portugal, excusez-moi, Portugal. Et puis, dans l'édition Princeps, pareil, on retrouve toutes ces citations, toutes ces références, en plus de tout un corpus de notes qui a été ajouté par l'éditeur. Et donc, voilà. Et donc, ce succès de librairie, ça a marché et l'œuvre a marché. Et puis, il faut bien voir que ce succès de librairie, ce n'est pas une chose abstraite. Hein. Ça implique que des gens, des communautés du 9e au 17e siècle, ensuite, ça s'est complètement essoufflé, en fait, à partir du 18e, des communautés voulaient avoir une copie de ce livre et ce n'était pas dans le vent, ce n'était pas juste pour le regarder, ce n'était pas pour faire joli, c'était pour s'en servir. Et 11e, 12e, notamment, 11e, 12e siècle, on sait que l'exposition est un usuel de base des théologiens. Beaucoup de théologiens l'utilisent, puisent de l'Augustin dedans, en utilisant les références marginales pour dire Augustin dit ça dans tel texte. Donc on a l'impression qu'ils ont lu Augustin, et en fait, ce n'est pas vrai, ils ont lu Florus. Le succès de cette œuvre et son influence, évidemment, ça tient probablement à son contenu. C'est de l'Augustin, c'est rien que de l'Augustin, c'est sur Saint Paul, qui est un texte extrêmement difficile. Mais en même temps, on peut se demander aussi dans quelle mesure ce n'était pas dû à sa méthode, et dans quelle mesure cette méthode n'a pas influencé aussi, inspiré, donné un nouvel élan à l'idée des références bibliographiques hors texte qui, au milieu du 9e siècle, a un peu couru le risque de s'essouffler. Donc, qui aurait été relancé par le succès de cette œuvre-là. Voilà. Et je vous laisse tranquille. Merci beaucoup pour votre attention et toutes mes excuses encore pour la longueur de ces explications. Merci, merci mille fois, Pierre. C'était vraiment passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses et puis c'est assez surprenant et d'avoir ce tel niveau de réflexion, enfin, de découvrir ces niveaux de réflexion et ce niveau d'emprise sur le texte de la part de ces Carolingiens et du plus belle. Il y a plein de choses qui me viennent en tête et je pense on va essayer d'en parler un peu maintenant. Donc, je vais d'emblée laisser la parole. Peut-être juste, parce que je sais pas, je me demande si je n'ai pas écorché le nom de ton œuvre, donc le Timothée sur la Pâque tout à l'heure en te présentant, parce que je suis dans un état de fatigue un peu avancé, donc c'est possible. J'espère que non, si c'est le cas, Non, excuse-moi. non, Voilà. t'inquiète pas. Alors, je laisse donc la parole à la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Évidemment, je sais qu'on est un peu tard, mais il y a toujours du temps pour Non, une belle je suis désolé, conférence. c'est Non, 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 faute. non. Tout J'ai le monde est là. Tout le trop, monde t'écoute. j'ai trop voulu justifier, montrer, etc. Excusez-moi. Non, non, non. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'était essentiel et pour moi, c'est une communication importante, très importante. Voilà, comme Catherine le dit, j'ai aucun regret non plus. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, s'il n'y en a pas, moi, j'en ai de toute façon. Ah oui, Émilie, vas-y, je t'en prie. Oui, bonjour. Merci déjà pour cet exposé non seulement passionnant, mais limpide de clarté, où j'ai beaucoup appris. Donc, j'aurais juste une petite question très marginale de Béocéenne. J'étais très frappée par le manuscrit de Lyon, de la bibliothèque municipale, le 484, avec cette encre bleue, voilà, qui, voilà, je pense, est assez rare. Et je voulais savoir si, voilà, dans ces systèmes d'annotation marginale,
Il y a des jeux d'encre ou d'écriture distinctive, parce que vous avez montré des exemples où on utilise par exemple cette capitale rustique ressuscitée à la carolingienne. Voilà, c'est juste un choix esthétique du scribe où ça peut jouer pour mettre en valeur justement le système d'annotation, ou c'est voilà, quelque chose qui dépend tout à fait voilà, d'un caprice du scribe. Si on trouve ça dans les manuscrits d'auteur, par exemple, ou pas. Oui, non, en fait, c'est un des procédés qui existent déjà dès les manuscrits de l'Antiquité tardive pour signaler des citations. En particulier dans les commentaires lématisés, en particulier dans les manuscrits, dans les œuvres du genre commentaires lématisés, où le repérage des lemmes est particulièrement crucial puisque ça balise le texte et ça permet de trouver une explication sur un passage en particulier. Quand on a besoin d'un passage en particulier, on n'a qu'à parcourir les lemmes des yeux. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve déjà dans des manuscrits tardo-antiques et que les carolingiens continuent d'appliquer, d'avoir une écriture différente, pas forcément une encre de couleur différente, mais au moins une écriture différente pour les citations. Donc après, ça va dépendre beaucoup du niveau de... C'est quelque chose qui existe dans beaucoup de manuscrits carolingiens et ça va simplement dépendre beaucoup du niveau de soin que les commanditaires ont voulu apporter à la rédaction de la copie. Je crois que l'exemplaire du 9e que j'ai montré, le premier exemplaire, celui d'Orléans, de l'exposition de Florus, il est assez simple. Ils n'ont pas spécialement fait ressortir ils n'ont pas utilisé la semi-anciale pour faire ressortir les lemmes, mais il y a d'autres manuscrits de la même époque qui vont le faire. Donc c'est un procédé qui est relativement courant, mais qui n'est pas systématique. Merci. Très bien, merci. Merci, Émilie. Alors, d'autres questions n'hésitez pas, vous pouvez allumer vos... Peut-être si Catherine, peut-être. Vas-y. J'aurais une question, ouais. Merci beaucoup, Pierre. Vraiment, c'était passionnant et vraiment, t'en fais pas. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que personne n'a vu le temps passer, donc c'était vraiment chouette. J'ai une question qui peut-être vient du fait que sur la fin, j'ai été moins attentive, donc si c'est le cas, excuse-moi. Mais à quel point est-ce que ce système fait école? C'est-à-dire que j'imagine qu'au-delà de Florus, il y a peut-être des gens qui reprennent les choses. Je me suis posé cette question-là parce qu'en voyant l'incunable que tu as montré à la fin, c'est un système en fait qui me surprend pas dans le sens où il y a, enfin en tout cas pour la période incunable, mais donc j'imagine qu'avant il doit y avoir des choses similaires pour les manuscrits et comment ça se diffuse en fait. Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Alors oui et non, parce qu'en fait j'aimerais bien avoir des éléments plus concrets au sens où j'aimerais bien pouvoir faire une liste dans l'ordre chronologique de manuscrits qui donnent des exemples de ce système et qui ne sont pas des manuscrits de l'œuvre de Florus. J'aimerais bien pouvoir produire une liste comme ça, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. En revanche, là où il y a des éléments, à mon avis, ça a fait école pour plusieurs raisons. D'abord, parce que justement, une des grandes forces de ce système, c'est comme je le disais à la fin, c'est son évidence. Et en fait, c'est un peu le piège aussi, c'est que ces notes que Florus a mises dans la marge, en fait, on a pas mal de bibliographies assez éparses, mais on en a pas mal de bibliographies sur l'emploi de signa nominum par Bède et par des commentateurs carolingiens. Et jamais personne a écrit sur ces cartouches de Florus. Même Louis Holz, qui a fait un article extrêmement détaillé, extrêmement fin, extrêmement fin sur le manuscrit Lyon 484, et ben en fait, il n'a pas vu les cartouches comme un objet d'étude parce que le fonctionnement est tellement évident et la chose est devenue tellement évidente ensuite qu'on ne la voit plus comme étant quelque chose de spécial. Alors qu'en fait, si on la remet dans comme j'ai essayé de le faire, si on la remet dans la continuité de ce qui se faisait avant, on voit bien d'où ça va, d'où ça vient et ce que ça essaye de faire. Donc déjà, ça c'est une première chose, c'est qu'à mon avis, ça a donné une impulsion à un mouvement dont en fait on est tellement dans la continuité de ce mouvement qu'on n'a même plus l'impression que ça ait commencé quelque part. Et d'autre part, il y a autre chose qui est que donc là, il y a la diffusion de cette œuvre et il y a un exemple qui est très marrant qui est
la compilation tirée de Grégoire, dont j'ai parlé au début. Alors, la compilation de tirée de Grégoire, c'est un truc que Florus n'a pas fini. Et on en a 3 manuscrits. Dans 2 manuscrits, la compilation correspond à la manière dont Florus a agencé la chose au départ, c'est-à-dire c'est une pile d'extraits. Enfin, c'est 14 piles d'extraits, en fait. C'est une pile d'extraits sur les Romains, une pile d'extraits sur la première aux Corinthiens, une pile d'extraits sur la deuxième aux Corinthiens, une pile d'extraits sur, etc. Épître par épître. Avec, au début de chaque pile, on a la liste des passages de Paul qui seront commentés, et puis ensuite, on a les extraits sous leur source, sans les passages de Paul. Donc, c'est pas du tout pratique à lire, parce que les passages sont loin des commentaires. Et on est censé utiliser les numéros d'ordre pour se reporter du commentaire au passage, du passage au commentaire. Sauf que ce n'est pas pratique du tout. Et il y a un manuscrit, le 3e manuscrit, qui est le manuscrit qui a été produit à la fin du Xe siècle à Cluny, dont on sait qu'il connaissait l'exposition augustinienne de Florus, où en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les références dans la marge, et ils ont mis les passages de Paul en rubrique. Donc en fait, ils ont utilisé la compilation brute de Florus telle qu'elle leur est arrivée, pour essayer d'en faire une exposition qui ressemble à l'exposition augustinienne. Et donc on voit bien, même si je ne suis pas absolument certain qu'ils savaient encore que l'exposition était de Florus, parce que Florus ne l'a pas signée, et qu'ils savaient que la compilation grégorienne était de Florus. Je ne suis pas certain. Mais on voit bien qu'ils avaient en tête le modèle, à la fin du Xe, ils ont en tête le modèle de l'exposition augustinienne de Florus pour refondre une œuvre qui leur parvient dans une forme qui leur paraît insatisfaisante. C'est hyper intéressant. Ouais, j'aime bien. Bon, on sent que le héros d'histoire, c'est Florus, mais... Je suis désolé. En fait c'est peut-être pour ça que j'ai été trop long. C'est parce que ça me gêne beaucoup d'être encore à tirer la couverture à Florus. Non, mais c'est... mais voilà, oui. Oui, là, c'est un point qui m'intéresse particulièrement. Ouais, je pense que justement, tu as hyper bien montré comment est-ce qu'un truc qui nous paraît complètement évident l'est en fait pas du tout. Et justement, je pense que si tu arrives à avoir d'autres exemples comme celui que tu viens de dire, ce sera... Ouais, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci. Non, de fait, donc comme le dit Catherine, ce qui est intéressant, c'est évidemment les mutations aussi, hein, le passage de Bède avec cette idée de l'autorité qui est la mise en avant, mais les autorités ou les grandes autorités, et donc un choix, forcément, et donc une volonté de mettre en avant des personnages, et donc pas nécessairement une volonté de référencer, mais peut-être, ou pas seulement de référencer. Alors, donc c'est des surautorités en quelque sorte, une sorte de surexposition. Et puis alors après ça, lorsqu'on arrive à Florus, ben, on est vraiment dans le référencement, ou en tout cas une forme de référencement de manière beaucoup plus fluide, dans lequel soi-même on est sa propre autorité, quelque part. Et là, c'est un élément intéressant parce que tout d'un coup, on se rend compte que le compilateur, ou si du moins il se considère comme tel, pour les périodes postérieures, je vois bien, mais à ton époque, enfin à ton époque, l'époque de Florus, j'ai moins de compétences, mais enfin quand même, c'est intéressant de voir cette question de l'autorité qui revient une fois de plus, et là où ils se mettent presque sur le même pied que des Augustins, des Ambroises aussi, hein. Comment Oui, en fait, il y a une. Ils sont un peu, ils ont. Alors, c'est un peu tout à la fois parce que il y a à la fois un thème qui est le thème que Claude illustre bien, de dire on lit pas ce que le lecteur lit n'est pas de moi, c'est que les pairs, leur texte et mon texte, c'est leur commentaire à eux. Ou à la fois c'est topique, donc c'est juste c'est quelque chose qui revient dans toutes les préfaces. À la fois, c'est vrai, au sens où c'est ce qu'ils essayent, ou c'est leur idéal. Et à la fois, c'est pas complètement vrai, et ça a un peu trompé la bibliographie, surtout au XVIIIe siècle. Où, alors d'un côté, on les a un peu trop pris au pied de la lettre, où on s'est dit bon, bah, c'est que des compilateurs, ils n'ont rien fait d'original, ce qui n'est pas vrai. Et en même temps, il y a une vraie originalité, et l'originalité n'est pas
que dans l'utilisation des sources, mais en même temps, leur propre originalité, ils ont tendance à la mettre en sourdine parce que ça fait partie de leur éthique en tant qu'auteur. Donc, c'est à la fois purement rhétorique, à la fois vrai et à la fois faux, Ouais. et à différents niveaux d'interprétation. Mais en fait, on s'aperçoit, c'est assez drôle parce que ces préfaces, souvent, quand on lit des commentaires de ces préfaces dans la bibliographie, très souvent, les gens disent que c'est purement topique, que la préface dit des choses, dit ce qu'on dit dans toutes ces préfaces de toutes ces œuvres de ce genre. Et en fait, si on commence à regarder un peu de près, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Ils parlent de leur travail. Il y a une dimension rhétorique, topique, etc. Mais ils parlent de leur travail. Quand ils disent qu'ils ont cité tel et tel et tel et tel et tel auteur, il faut les prendre au sérieux. Ça peut arriver que tel ou tel gonfle son corpus artificiellement en disant qu'il a cité tel auteur alors que c'est pas vrai. Mais souvent, en fait, on s'aperçoit que quand ils disent qu'ils ont cité 12 auteurs, bah oui, il y a des passages de ces 12 auteurs dans leur texte. Donc, c'est pas si on leur fait un peu de crédit, on s'aperçoit qu'on a des choses à prendre d'eux dans ce qu'ils disent d'eux-mêmes. C'est bizarre, hein. Mhm. Mhm. Non, tout à fait. Et donc là, est-ce que un moment ou un autre, dans justement ce référencement, cette mise en avant de la part des choses, cette distinction, est-ce qu'ils se positionnent avec cette même rhétorique d'humilité dans les référencements? Est-ce que systématiquement, bah, Claude, c'est toujours, est-ce que il se met avec la même taille de caractère, le même nombre de caractères qu'il le ferait pour Augustin ou d'autres? Ou est-ce que c'est quelque chose qui le perturbe ou qui ne le perturbe pas du tout? Non, alors les signats sont généralement les M. Alors après, on peut se dire que quand Raban met une seule lettre pour lui-même, peut-être que c'est une manière d'être plus humble par rapport aux autres pairs pour lesquels en général il en met plutôt 2 ou 3 ou 4. Mais je sais pas si c'est valable dans tous les cas. Par contre, là où la différence est très nette, c'est dans les préfaces. C'est-à-dire que quand il parle du signum qui les concerne, c'est toujours à part. Et c'est toujours pour s'excuser. Ah, ça c'est intéressant. Hein, Ouais, bah, je suis désolé, il y a des trucs que j'ai pas, il y a des lemmes pour lesquels j'ai rien trouvé chez les pairs, donc j'ai été obligé d'improviser. Je suis désolé, faites pas attention à ce que je dis parce que je suis un minable. Mais du coup, je vous ai mis un signum pour que vous sachiez que ce que vous lisez là vaut pas triplette. Mhm. Non, ça, c'est intéressant. Donc, il y a quand même deux niveaux d'autorité. Ouais. Il y a Ils se mettent le quand niveau même des autres et puis il toujours y a le leur. Ouais. en. Ouais. Ouais, non, Alors non. qu'en fait, ils citent pas toujours. Alors, à la différence de Florus, qui lui met un point d'honneur à toujours citer littéralement, beaucoup ne citent pas toujours littéralement les pairs. Ils reformulent en fait parce que parfois le pair est trop long, c'est trop difficile pour le public visé, donc ils reformulent. Et Mhm. donc c'est un texte, c'est leur lecture d'Augustin, c'est leur lecture d'Ambroise, mais même là. Ils se mettent toujours en retrait, au moins sur le papier, quoi. Même Angelome qui dit qu'il a fait mieux que tous ses prédécesseurs parce qu'il est un meilleur, parce que lui, il sait faire des harmoniques, en gros. Même Angelome, il dit qu'il il ne fait que jouer sur la lyre des pairs. Mhm. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs que les pairs qui sont cités? Alors, beaucoup Bède, qui est assimilé au père très très vite. Isidore, beaucoup. Pareil, en fait, Bède et Isidore deviennent des quasi-pairs. Euh, et après, alors il y a pas mal dans la bibliographie, il y a pas mal de questions pour savoir si ces commentateurs s'utilisent les uns les autres. Le problème, c'est que c'est difficile à déterminer parce que beaucoup de ces commentaires ne sont pas édités, n'ont pas reçu d'édition récente, d'édition critique. Ce qui fait que c'est parfois difficile de savoir s'ils ont piqué des passages des pairs les uns chez les autres, voire piquer des passages d'un de leurs collègues Mhm. directement dans le commentaire. Voilà. Donc ça, c'est une question qui est ouverte. Ce qu'on voit par contre, c'est que Florus utilise, lui, comme Florus, lui, il est assez clair sur ses sources, et on voit qu'il a utilisé 3 florilèges antérieurs, 3 florilèges augustiniens antérieurs. Donc il considérait comme des sources fiables de matière augustinienne. Ouais, ouais, ouais. Heureusement qu'il y a Florus.
Bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, des questions? On peut continuer. En même temps, l'heure passe, 18h25. À vous de voir. Juste une dernière, toute petite dernière pour la route. Donc là, Catherine a posé la question évidemment de la transition, du chaînon manquant. Est-ce que le système, déjà à l'époque carolingienne, à la fin du monde carolingien, va percoler vers d'autres types documentaires qui pourraient aussi être des objets transitionnels en quelque sorte, des documents transitionnels? Bah Est-ce voilà, que, ouais, j'aimerais bien, je ne sais pas, j'aimerais bien le savoir. je pense que moi aussi. Et ouais. Ouais, ouais, là, pour moi, c'est effectivement une vraie question. Je pense que le système était facilement transférable à d'autres genres littéraires. Je ne sais pas s'il l'a été. Et à partir de quel moment, et à quel genre et par qui, c'est ça. Des genres littéraires, mais peut-être aussi des genres diplomatiques, d'une certaine Mhm. façon, des genres. C'est parce que c'est le Oui, genre je de pense un choses. peu Hein. je pense que c'est tout à fait le genre de choses qu'on pourrait retrouver dans des collections de droit, par exemple, assez facilement. Euh, mais, mais là, comme ça, j'ai pas d'exemple en tête Il y a- il y tout a- simplement parce que je connais pas suffisamment toute l'étendue de cette littérature sur la fin du 9e et au 10e, quoi. C'est là qu'il faudrait ok, regarder. tout à fait, tout à fait. Il y a Anne Ronner a justement quelque chose à nous partager. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette très belle conférence. J'ai dépouillé un sensier des dominicains de Célestat dans le cadre de mes recherches, sensier du XIIIe siècle. Et je suis vraiment frappée par la ressemblance des cartouches qui sont dans la marge de vos propres manuscrits avec ceux que j'ai trouvés dans ce sensier où il y avait la référence en fait de la charte, puisque Ah, le mais sensier super. résume la charte et donc il y a un système ici quand même qui a l'air de venir, je pense, de ce système de commentaires. Ah, Je sais, c'est je sais pas si magnifique. c'est un des objets transitionnels qu'on peut considérer, enfin, est-ce qu'on peut le considérer comme tel, mais en tout cas, il y a eu Mhm. là un transfert de pratique, je pense, d'un type de document à un autre. Ah ouais, bah si vous avez des images communicables, je serais Oui, très heureux de voir à quoi ça ressemble parce que effectivement, ça Mhm. c'est tout le problème de ma myopie sur le 9e et sur Florus, c'est que du coup je suis un peu Ouais. voilà, donc effectivement tout ce qui peut étendre le regard sur cette question, oui, ça m'intéresse beaucoup, Et très bien. Je vous enverrai l'une ou l'autre photo. à volontiers. comme le dit Anne, je crois, j'ai aussi le souvenir d'avoir vu des choses, mais là, j'ai pas de référence précise en tête, mais je jeterai un œil. Des choses pour le 13e, peut-être plus tôt encore. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose à glaner du côté, aller chercher du côté de l'archivage ou Mm. cartulaire, inventaire de chartes, il y a des choses. Enfin, il faudrait voir. Faudrait voir. Est-ce que d'autres veulent encore réagir? On a déjà bien travaillé. Hein. On a déjà bien travaillé, on s'est bien amusé. Enfin, moi, je me suis bien amusé, en tout cas, je pense que c'est partagé. Merci. Je pense qu'on va arrêter là, Mhm. tout simplement Ah parce qu'il ouais. faut bien que les bonnes choses aient une fin. Donc, je remercie encore Pierre pour son intervention ici, c'est pour cette très belle conférence, et puis alors toute la discussion qui montre bien qu'il y a plein de choses autour de cette réflexion. Et en fait, ce qui est très important ici, allez, je dis encore une chose, c'est la connexion entre le monde carolingien et puis les périodes postérieures. C'est évident qu'on ne peut pas s'arrêter au XIIe siècle en disant que voilà, tout est bouclé là et qu'on est en train de tout créer, comme on l'a toujours dit avec Parks et avec d'autres. Non, non, il y a des choses avant, il y a plein de choses avant. Et clairement, Clancy l'avait dit dans ses derniers travaux aussi, il faut remonter beaucoup plus loin et il faut pas, la quête des origines ne doit pas s'arrêter à un moment. Et je pense même, est-ce qu'il faut même d'ailleurs la mener, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a pas mal de choses encore à glaner dans justement ces enquêtes autour de cette période obscure, autour de ce bon Florus. Merci Mhm. encore, merci Pierre pour cette belle intervention. Je Bah, pense merci à vous. que Merci beaucoup. Merci à c'était toi pour un ton grand moment. invitation et merci à vous tous pour votre patience. Voilà, donc ceci clôt l'année de séminaire H37. On va essayer de faire aussi bien l'an prochain. J'espère vous revoir. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, des idées, des projets, des choses qu'on pourrait faire. Moi,
plus on fait de choses ensemble, mieux je me porte. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Je vous dis donc à très bientôt. Je vous souhaite à la fois une bonne fin d'année et puis tout ce qu'il faut pour la suite. Donc que tout aille bien pour vous, soyez prudents et puis retrouvons-nous vite sur les terrasses. Voilà. À bientôt alors. À Merci bientôt pour tout le beaucoup. monde. Bonne soirée.